Hey, what's up guys, c'est Initium, nouvelle vidéo. Franchement, sincèrement, c'est une très grosse vidéo. Je vais vous présenter une application que j'ai construite, que je trouve pour ma part révolutionnaire, que j'ai construit. Bon après, vu que c'est moi qui l'ai codé, qui l'ai fait de A à Z, forcément, je trouve que c'est révolutionnaire. Je pense vraiment que ça peut vous intéresser. C'est parti. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas, j'ai fait cette vidéo, je vous la mets en fiche, où je vous présentais Curatio, donc qui était une application, voilà, donc ici, qui était censée être en exécutable au début. Je l'ai laissé pendant un petit moment téléchargeable, et maintenant c'est plus possible évidemment de la télécharger, et vous allez comprendre pourquoi. C'était une application qu'on pouvait exécuter. Et justement ça vous ouvrait voilà, tout un panel tout fait en Tkinter à télécharger sur son ordinateur et après à exécuter. Et en fait vous avez différents panels, donc là je les ai tous affichés. Vous avez ici vous pouvez voir vos fichiers CSV, ici vous pouvez scraper, vous avez vraiment divers outils que j'avais intégrés, vous pouvez convertir les statistiques, afficher des graphiques, etc. Vous pouvez faire tout ça en un clic. Donc là mettons vous avez envie de cliquer statistiques tout le tac, ça vous ouvrait justement cet outil, vous choisissez votre fichier, etc. Bref, je l'avais présenté un peu, après j'avais pas tout présenté en vidéo, je l'ai amélioré il y a quelques temps. Le problème que je me suis confronté, c'est qu'en fait avec cette application, l'exécutable, vous devez le télécharger sur votre ordinateur, vous devez télécharger le .exe. Le problème souvent ça vous demandait, parce que l'ordinateur ne reconnaissait pas les fichiers, parce que c'était pas officiel, donc il demandait un certificat de Windows, justement pour que Windows Defender ne le prenne pas en compte, enfin il ne le bloque pas. Donc tout ce qui est Apple et Windows et tout, ça peut vous le bloquer, etc. Fallait avoir des certifications, fallait déclarer une entreprise, fallait créer un exécutable, enfin l'exécutable c'était fait, mais il fallait créer un installeur d'exécutable, fallait avoir des licences, des certificats, etc. Il y avait beaucoup de choses à avoir, niveau administratif et tout, c'était le bordel. Niveau technique, franchement, je l'avais, mais niveau administratif, c'était non. Donc, je me suis dit, j'aimerais bien prendre cette application en exécutable, la mettre sur un serveur et que les gens puissent la voir. Donc, j'ai cherché faire un SaaS, mais en publiant justement l'application comme ça à distance, créer justement un serveur où je peux autoriser les gens à exécuter sur une machine, sur un serveur distant avec l'environnement local déployé, etc. Bref, j'ai cherché 10 milliards de solutions. Vraiment, c'était très complexe. Et je me suis souvenu d'une chose toute bête. Il y a de ça un an, du coup, j'ai eu mon diplôme de développeur full stack et j'ai construit des applications. J'ai utilisé un peu de PHP avec Symfony, j'ai fait un peu, bon, très peu de Node.js, mais j'ai fait aussi surtout du Python avec Django, et oui, évidemment. Et là, maintenant que je suis dans l'IA, on fait beaucoup de Python. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait, c'est parti, on va créer une application, on va créer de A à Z une application web qui va permettre d'intégrer tous ces outils. Donc là, j'ai dû redémolir vraiment tous les murs, hein, j'ai pété tous les murs, j'ai recréé de A à Z l'application en utilisant les fonctions que j'avais déjà intégrées, etc., mais en les modifiant, adaptant, supprimant le Tkinter et tout, et en intégrant tout ça dans une application Django. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Je suis vraiment très fier, sincèrement, de vous présenter ça. L'application n'est pas encore déployée, d'ailleurs, je pense qu'il y aura des coûts serveurs et tout. Je vais en parler plus tard, on en parlera plus tard. D'abord, je vous montre l'application, je vous présente toutes ces possibilités, en tout cas jusqu'à maintenant. Après, je vous parlerai de la partie moins technique, en tout cas de la partie vraiment purement administrative, monnayable, etc. de la chose. Donc voilà, bienvenue sur Curatio Application. Alors j'avais... pour ceux qui avaient déjà été voir à l'époque, j'ai repris un peu le même design du site et justement je l'ai adapté. Donc par contre j'ai tout mis en anglais, voilà, pour que ça soit adapté vraiment, ça touche le plus de monde, peut-être le plus de pays qui c'est possible. Je vous m'entendez, je me déconnecte. Vous arrivez sur votre page, ici c'est écrit Curatio Application, register, donc soit vous enregistrez, soit ici vous pouvez vous connecter évidemment, sinon vous avez accès à rien. Donc là voilà, qu'est-ce que Curatio, pourquoi j'ai fait Curatio, etc. J'ai mis mon GitHub, ma petite chaîne YouTube et j'ai mis la sécurité et propriété intellectuelle des droits. Et en fait donc c'est une petite page classique pour arriver sur le site. Vous avez aussi évidemment les petits crédits, bien sûr, hein. Soit vous vous enregistrez ici, qui va vous permettre du coup de mettre votre nom, prénom, choisir le pays, votre email et votre mot de passe, hein, et votre mot de passe confirmation ici que vous devez taper. Ou si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous loguer. Voilà, on peut s'inscrire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, salut, et on se connecte. Hop, enfin on s'enregistre, hop, et voilà. Vous arrivez automatiquement sur cette page. On voit déjà un port to CSV file to see your data, mais ça on va étudier plus tard. Première chose à faire, c'est qu'en fait on a un compte, voilà, donc le compte est créé, donc bon, pour l'instant c'est une base de données SQLite en local, hein, donc c'est pour ça qu'on peut créer des comptes différents et c'est pas très important. On clique sur notre petit bonhomme et en fait voilà, ici bienvenue sur votre profil que vous avez créé. Donc voilà, vous avez votre nom, prénom, etc., le pays où vous habitez, votre email, et ici vous pouvez changer donc voilà vos informations, vous retapez votre mot de passe pour confirmer, vous sauvegardez et ensuite c'est enregistré tout simplement. Là le plus intéressant ici, c'est d'abord je vais vous présenter donc toutes les pages, hein. Si vous voulez au début vous n'avez pas besoin de tout de suite les importer, donc là vous pouvez voir, vous avez les lignes et les colonnes pour supprimer les lignes, ajouter les lignes, modifier les lignes et colonnes, etc. Mettre des intervalles, trier par ordre croissant, par ordre décroissant. Vous pouvez gérer vos valeurs manquantes, ça on va y revenir aussi plus tard, remplacer par la moyenne, les quartiers, les supprimer, définir une valeur, la mode, la médiane, etc. Et vous avez aussi transformé les variables, donc les variables object en one hot. Vous pouvez fusionner des colonnes, vous pouvez utiliser label encodeur ou ordinal encodeur, selon vos besoins évidemment. Mais là, vous voyez, c'est une page plutôt classique et vous avez vos boutons. Et quand vous allez importer vos fichiers, donc vous cliquez là en haut à droite, vous arrivez sur le panneau pour upload votre fichier. Vous choisissez, donc
moi je vais mettre testing Coratio app par exemple, là, ici. Vous l'ouvrez, je clique sur upload, et là, bam, automatiquement, ça va vous mettre le nom de votre fichier, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, et ça vous fait un petit point aide des 50 premières lignes, enfin 51 vu que ça démarre à 0 l'indexation. Vous avez vraiment vos différentes valeurs, vous pouvez un peu voir tout ce qu'il y a, vos différentes colonnes, etc. Et vous voyez en fait le panel il va s'adapter à votre fichier, donc là vous avez lignes et colonnes, et là quand vous descendez, hop, vous avez vos valeurs manquantes qui ont été scannées pour toutes vos colonnes. Donc là on voit que Select Investors, il y en a 2, City il y en a 18, Salut il y en a 1101 valeurs manquantes, etc. etc. pour les autres colonnes aussi. Donc là vous pouvez les remplacer. Et pareil pour les transformations de variables, en fait vous avez voilà vos différentes colonnes, et ça indique tous les types objects de vos colonnes que vous allez potentiellement transformer, parce que le but ici c'est évidemment de transformer les objets en one hot, etc. si vous voulez intégrer ça dans un modèle pour l'apprentissage en machine learning, deep learning. Mais voilà, ça c'est pour le côté panel, la petite présentation. Je vais vous montrer après un petit exemple pratique, ne vous inquiétez pas, sur un fichier. Vous avez aussi le côté graphique maintenant, donc le deuxième outil intégré. Là ici vous devez importer vos fichiers pour voir vos graphiques qui vont être analysés automatiquement, vous allez voir. Et là vous avez vos différents outils graphiques où vous pouvez créer un histogramme, un scatterplot, un boxplot, etc. Je vais y revenir aussi après dessus. Là d'abord je vous présente tous les panels. Donc vous arrivez sur votre graphique, vous importez votre fichier, là pareil, graphique, donc là vous avez le nom de votre fichier. Donc là vous avez la distribution des types des colonnes, donc là vous avez 20% de float, 20% d'objects, 60% de colonnes en int. Vous avez automatiquement l'histogramme de tous vos colonnes numériques, et vous avez votre heatmap de corrélation de toutes vos colonnes numériques. Et vous avez votre boxplot de tous, donc vous pouvez voir celui qui prendra plus de place. Par exemple si on voit que c'est Monetary qui a la plus grande valeur en termes de boxplot. Donc ça c'est pour la petite présentation du côté graphique. Vous avez le côté statistique, où là pareil, ici vous avez vos statistiques tool pour faire un PCA, un important feature avec une random forest, le keysquare ou le Shapiro Wilk en termes de test. Vous placez votre fichier, vous l'uploadez, là pareil. Vous avez un describe, donc ici vous avez comme d'hab le nom en CSV, le describe donc la moyenne pour chacune de vos colonnes numériques, l'écart type, la valeur minimale dans chacune des colonnes, l'écart interquartile, donc le Q1, le Q2, le Q3, donc le Q2 qui est aussi la médiane, et votre valeur maximale pour chaque colonne. Ensuite ici vous avez l'histogramme, donc vous pouvez faire un histogramme de chacune de vos colonnes, donc vous choisissez, voilà. Et ça va afficher automatiquement. Idem pour le boxplot, pour voir s'il y a des valeurs aberrantes, des outliers. Vous allez justement pouvoir regarder un peu en affichant vos différents écarts interquartiles grâce au boxplot. Et enfin, vous avez différentes autres petites informations. Donc là, ici, vous avez précisément vos quartiles. Vous avez la moyenne, la variance et l'écart type justement pour vos colonnes, ici. Et vous avez enfin le minimum et le maximum pour chacune de vos colonnes. Pour la page converteur, donc ici, c'est juste un converteur de fichiers facile, vu que on utilise beaucoup de CSV, toute l'application est orientée pour l'utilisation de CSV parce qu'il y a beaucoup de data qui sont utilisées dans le CSV, donc j'ai juste mis des liens en fait qui vont vous rediriger vers des sites qui vont vous convertir votre SQL à CSV, votre XLSX à CSV, tout plein de convertisseurs qui sont déjà vraiment pratiques en ligne. Donc j'ai placé ici différents convertisseurs. Je me suis aussi permis d'utiliser un types converter, donc ça c'est en fait des fonctions qui vous permettent de convertir, de forcer la conversion, donc ça faut vraiment faire gaffe. Mais si vous avez une colonne, admettons, qui est en float, qui est considérée comme float, alors vous n'avez pas de nombre à virgule, vous pouvez forcer la conversion en int. Donc là vous cliquez, vous importez votre fichier et vous mettez le nom de votre colonne et vous cliquez sur convertir et ça va la convertir. Donc il faut faire très attention à ça évidemment. Ensuite vous avez votre scrapper, donc un scrapper intégré qui vous permet justement de choisir si vous voulez scraper du texte, href, email, des images, des listes, des nombres ou tout un contenu d'une page. Et donc vous cliquez dessus, vous mettez l'URL du site web en question et ça va le scraper automatiquement et ça va vous retourner un fichier CSV avec les données qui ont été scrapées et qui sont ordonnées dans votre fichier automatiquement. Et enfin vous avez l'auto-exploratory, donc ça utilise YData Profiling et SuiteViz. Ça vous permet, donc un des deux, je l'avais présenté dans une précédente vidéo, où en fait ça vous génère des rapports automatiques en HTML. Donc là pareil, vous cliquez, vous mettez votre fichier, vous cliquez sur HTML report, idem pour SuiteViz, vous mettez votre fichier, vous cliquez sur HTML SuiteViz et ça va vous générer automatiquement un rapport HTML tout simplement et vous allez avoir votre bilan sur vos données. Et enfin j'ai créé une documentation qui permet évidemment d'expliquer comment fonctionne chaque bouton, chaque outil, etc. Vous sélectionnez votre panel, donc si c'est panel, c'est graphique, si c'est statistique, donc votre outil. Et là par exemple on prend graphique et là je présente chaque analyse, comment on peut l'interpréter et chaque bouton justement comment on va l'utiliser. Donc on peut créer des histogrammes, il faut mettre plusieurs colonnes, nom de colonnes, on peut créer des graphiques à points, des interquartiles, des graphiques camembert, de corrélation, des violons, etc., etc. Et puis j'explique un peu comment vous pouvez l'utiliser. J'essaie que ça soit extrêmement explicite, donc j'explique vraiment tout et ça de même pour tous les outils. Voilà vos différentes features, ce que vous pouvez faire avec, etc. J'ai essayé vraiment de le détailler. Donc bref, voilà, ça c'est pour la petite documentation. Je peux pas tout vous montrer dans cette vidéo, sinon elle va durer 4 heures évidemment. C'est pour ça que j'essaie de vous présenter les choses importantes. Donc là on va prendre un cas d'utilisation très concret. On va
va prendre, je vous ai mis exprès, un fichier s'appelle Unicorn Company, donc je l'ai pris sur Kaggle, hein, et là on va l'analyser et le traiter ensemble. Donc je vais vous montrer quelques petites astuces. Donc là voilà, vous avez votre fichier, imaginons que vous voulez pré-traiter ces données pour potentiellement plus tard entraîner une IA, donc vous aimeriez bien quand même faire quelques petites transformations parce qu'il y a quand même quelques soucis qu'on va voir là tout de suite. Premièrement, vous avez dans votre fichier, vous voyez qu'il y a une colonne unnamed 0 qui a tous les index là. C'est pas intéressant, donc ce que vous faites, vous allez dans del colonne, vous récupérez votre fichier. Vous, ici vous spécifiez pas de colonne parce que la colonne n'a pas de nom évidemment, hop, et ça supprime. Ensuite on va l'importer pour voir si les modifications ont bien été effectuées. Et voilà, unnamed 0 a été supprimé parfaitement. Donc nickel. Ensuite, par exemple, datjoin, ça nous intéresse pas non plus, donc on a envie de la supprimer. Donc bon pareil, on sélectionne et on supprime. Hop, ça a été supprimé, parfait. Si on l'importe, soit on peut supprimer maintenant, tac, on l'upload, voilà, il n'y a plus de datjoin, ok. Donc maintenant on n'a plus que 6 colonnes. Admettons pour une raison ou une autre, vous avez envie de supprimer les 3 premières lignes. Donc ce que vous faites, vous pouvez aussi ajouter, modifier des colonnes, hein, évidemment ça marche la même chose. Là vous avez envie de supprimer les colonnes, vous choisissez votre fichier et vous dites bon voilà, j'aimerais supprimer toutes les colonnes qui commencent de, admettons, on va dire 1 à 3. Hop, vous supprimez. Vous pouvez réimporter votre fichier, vous l'uploadez, et là voilà, les colonnes de 1 à 3 ont été bien supprimées. Maintenant, gros problème qu'on a, c'est qu'en fait, valuation en milliards de dollars, on a un problème, c'est que vous voyez ici, c'est considéré comme des objets. Si vous regardez bien ici, voilà, valuation, c'est considéré comme une colonne objet. Alors que nous, on aimerait bien récupérer seulement le 50, 40, etc. Donc ici, on aimerait la convertir en int ou float, quoi, du moins. Là, vu qu'il y a des virgules en colonne float, en colonne numérique. Première chose qu'on va faire, on va récupérer le nom de la colonne, par exemple, et on va modifier le nom de cette colonne. On va l'appeler par exemple values, voilà, on modifie le nom de cette colonne, on le réimporte, pour ça on peut toujours supprimer, on le réimporte, et voilà, values, parfait. Je vous expliquerai après aussi pourquoi à chaque fois on doit réimporter et tout, on en reparlera après. Mais là vous voyez c'est toujours encore objet, donc là ce que vous allez faire, vous allez justement vous récupérer le nom de la colonne values, vous allez dans intervalle, vous prenez votre fichier, vous mettez le nom de la colonne, et là vous vous dites, voilà, à quel intervalle je veux récupérer les valeurs dans ma colonne. Donc là vous choisissez, donc vu que les intervalles ça commence pas à 0, il faut bien le savoir par contre, vu que ça commence à 0, vous dites, je veux récupérer de 1, et là vous mettez pas d'ending intervalle, ça veut dire de 1 jusqu'à ce qu'il y a au fond, quoi, je veux tout récupérer. Donc vous faites cet intervalle, ça va automatiquement le télécharger, et là si je vous l'importe, le miracle, votre colonne values a justement, vu qu'en 0, dans chaque ligne, en 0 vous avez votre dollar, là ça va supprimer tous les dollars qui étaient avant chaque nombre, et ça va vous retourner seulement les nombres, et automatiquement normalement ça va vous convertir en float, donc en colonne numérique, et on peut le voir ici, values n'est plus un objet, tout simplement. Vous avez par exemple envie de trier par ordre, hein, admettons, du plus petit au plus grand, donc vous faites order by, donc ça c'est du plus grand au plus petit, reverse order, et ça c'est du plus petit au plus grand, donc order by. Vous mettez votre colonne values et vous faites order by, et donc là ça vous permet d'automatiquement trier. Donc si je vous l'importe, donc là vous avez du plus petit au plus grand tout simplement au niveau des valeurs. Donc bon là vu qu'il y a les 50 premiers, voilà, là on commence par 1, mais ensuite ça va jusqu'à 50 et quelques, enfin la valeur la plus grande quoi, tout simplement. Les missing values, vous voyez que dans City il y a 18 missing values, donc ce qu'on peut faire ici, évidemment on peut pas remplacer par la médiane, pas par la moyenne ni par l'écart type parce que c'est des valeurs numériques. Donc ce qu'on va faire ici, soit on les supprime, soit on définit une valeur, soit on les prend par la mode. Donc ici admettons, on a envie de les prendre par la mode, donc on prend City et on remplace automatiquement nos valeurs, boum, c'est fini. Et voilà, City n'a plus de valeur manquante, c'était remplacé par la mode, donc la valeur qui est la plus présente dans la colonne. Et là Select Investors, il y en a encore deux, donc on a envie, admettons, de les remplacer au lieu de les supprimer, on a envie de définir une valeur, donc hop, on prend notre fichier, on dit que notre colonne c'est Select Investors, et on a envie de remplacer ça par la valeur qu'on souhaite, donc on peut mettre vraiment des nombres, des chiffres, etc. Bon, faut rester cohérent, on va mettre, admettons, Initium, et on définit ça, et donc ça va remplacer les valeurs manquantes par Initium, donc il y a 0, et donc ça va remplacer automatiquement par Initium. Je vais vous l'ouvrir, on peut regarder où c'est que la valeur a été remplacée, et voilà. Initium, vous voyez ici ça a été remplacé, donc Avenue 1, United States, New York, Financial Service, Initium, voilà ça a été remplacé, donc nickel. Et normalement il y en a un deuxième, voilà ici parfait. Link Show Network, Initium. Voilà un peu pour les valeurs manquantes, pour traiter, donc ça marche aussi pareil pour les médianes, la moyenne, etc. Totalement la même chose. Et maintenant pour les transformations, admettons, on a envie de transformer tous les countries en one-hot justement pour permettre d'utiliser un modèle d'IA dessus. On va utiliser justement, ici pas le label ni l'ordinal, on va utiliser le one-hot. On met le nom de notre colonne, on prend notre fichier et on encode tout simplement. Et donc là, quand on revient et quand on l'importe, on l'upload et voilà, là ça clairement, on le voit clairement, ça a été encodé en one hot. Si on regarde juste en dessous,
donc forcément ça rajoute plus de colonnes, hein, c'est le but d'un one hot. Et ben voilà, la valeur justement a été automatiquement supprimée de objet vu que ce n'est plus un objet. Voilà pour l'exemple de le panel classique. Ensuite pour le côté graphique, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut afficher nos valeurs de graphique, mais vous avez aussi vos graphic tools. Et donc graphic tools, si je vous présente ça, vous avez par exemple, vous pouvez construire mettons donc voilà un histogramme. Là ici par exemple, pour reprendre notre fichier, on dit qu'on a envie de faire un histogramme de values, on le construit et ça vous met automatiquement un histogramme de values. Hop, voilà, ça vous le télécharge en PNG et vous avez votre histogramme. Vous séparez les noms par une virgule et bon là je vais mettre 2 fois values parce que c'est la colonne la plus propice, mais si vous mettez plusieurs noms de colonnes et vous les séparez par une virgule, ça va automatiquement vous faire un fichier en .zip et dans votre .zip en fait, vous allez retrouver ici tous vos histogrammes en fait, de vos différentes colonnes. En termes de graphique, idem pour le scatterplot ou le boxplot, etc. Vous avez juste à sélectionner vos fichiers et en fait j'ai fait exprès de spécifier pour vraiment être le plus clair et le plus transparent avec vous possible. J'ai fait exprès de spécifier, voilà, donc là 2 colonnes names set by virgule, donc ici je dis bien, voilà, ici pour le scatterplot c'est que 2 colonnes qui vont être autorisées, donc le X et l'Y. Pour le boxplot ça va marcher comme l'histogramme, ça va aussi vous afficher un boxplot pour chaque nom de colonne que vous mettez. Pour les différents graphiques, pour le pie par exemple, bah pareil, plus vous mettez de colonnes, plus ça va vous faire votre graphique. Idem pour le heatmap, ça reste du classique de Matplotlib, vous mettez vos noms de colonnes et ça va mettre votre graphique de corrélation pour les différents noms de colonnes que vous mettez. Si vous avez un doute, de toute façon vous pouvez aller voir la documentation que j'ai construite, hein, évidemment, vous allez dans graphique et j'explique à chaque fois ici comment construire les graphiques, etc., ce que ça va vous rendre. Vous avez différentes propositions de graphiques qui peuvent être utiles. Pour les statistiques, donc en fait ce que je vous ai dit, voilà, donc là il y a le PCA par exemple, donc, qui va analyser les principal component analysis, ça va vous permettre d'analyser les features les plus importantes. Donc en fait ici je vous ai mis un exemple, ça va vous donner un graphique, un cercle de corrélation. Je mets par exemple mon fichier de PCA test, j'upload, le PCA va faire une analyse, donc forcément là vous voyez en haut à gauche je suis en train de run le temps que ça pré-processe. Et voilà, parfait, ça c'est téléchargé. Donc on va récupérer notre fichier, combine image, voilà, on l'a ici. On a la variance expliquée et on a le PCA analysis. Donc c'est parfait, on a notre corrélation de cercle avec nos différents éléments, on a notre nombre de composants principales, et on a surtout notre variance expliquée qui est directement donnée, évidemment. Donc ça c'est plutôt cool, tout ça est fait automatiquement. A l'inverse, vous avez aussi l'importante feature d'analyse. Vous ouvrez une de vos colonnes, évidemment il faut mettre le nom de la target parce que ça va justement se référencer à une target spécifique pour justement voir les corrélations. L'importante feature fonctionne avec une random forest et ça va permettre justement, vous mettez votre nom de votre colonne en question et ensuite ça va faire une random forest en regardant la corrélation pour chaque feature, donc chaque colonne que vous avez, et ensuite ça va vous retourner les features les plus importantes. Puis donc les deux tests, donc vous avez le key square que j'ai intégré et le Shapiro Wilk. Je vous invite à regarder sur internet si vous connaissez pas et si vous avez besoin en fait, c'est implémenté, c'est ici. Donc pour le converteur, bah pareil comme je vous ai montré ici, vous avez juste à cliquer sur un des boutons, vous sélectionnez votre fichier et ensuite vous mettez le nom de votre colonne et ça va forcer la conversion, mais évidemment faut faire attention à ça. Pour le converteur, donc vraiment bah ça comme je vous dis c'est vraiment très simple. Vous avez vraiment juste à mettre le nom d'un site. On va prendre un faux site de scrapping. On va lui demander de scraper des href, je sais pas s'il y en a par exemple. On scrape, on va voir s'il a trouvé des href. Ouais, il a trouvé des href, donc on ouvre. Et en fait, ça vous donne un fichier CSV avec tous les href ici, donc chaque colonne. Et là, vous avez les différents href qu'il a réussi à scraper. Et donc, ça marche pareil après pour le texte, les emails, l'image, etc. Voilà pour le petit scrapper intégré. Et enfin, pour l'auto-explo, vous avez juste à mettre votre fichier. Par exemple, ici, airline dataset. Hop, on fait un HTML report. On attend juste, donc là, on voit à gauche que c'est en train de mouliner, donc c'est en train d'être exécuté. Donc voilà, parfait. Ça a été exécuté. On peut l'ouvrir et là on a directement notre rapport classique qui a été fait avec nos différentes colonnes, nos valeurs manquantes, etc. qui ont été automatiquement analysées par la librairie. Et pareil pour SuiteViz qu'on peut utiliser. On importe le fichier sur SuiteViz, on fait SuiteViz, on attend pareil que ça fonctionne. Et là vous avez SuiteViz avec vos différentes colonnes, last name, gender, age, etc. Et puis vous pouvez aussi faire votre analyse tout simplement. De toute façon j'ai fait une vidéo dédiée comme je l'ai dit sur la chaîne pour vous présenter ces deux librairies. Voilà pour le dernier petit outil. Évidemment il y a plein de spécificités, vous pouvez faire énormément de choses comme je vous ai montré. Là c'est qu'un exemple, une esquisse. Vous pouvez ajouter nom de colonne, modifier des colonnes, comme je vous ai montré, encoder, etc. Ajouter des valeurs dans des différentes lignes et tout. Supprimer, ajouter des intervalles, etc. Donc vraiment beaucoup de possibilités. Il y a énormément de choses avec. Je vais essayer de prévoir un peu les questions que vous pouvez me poser. Première question j'imagine, pourquoi tout simplement j'ai fait en sorte que pour le concevoir c'est assez embêtant qu'à chaque fois donc vous importez votre fichier, il y a vos statistiques, vos graphiques, etc. qui vous sont donnés, mais à chaque fois si je veux supprimer une colonne, une ligne, etc. je suis réobligé de mettre mon fichier
de cliquer sur le bouton en question, ça va me le télécharger. Ensuite je suis obligé de reprendre ce fichier qui a été téléchargé, puis retraiter, qui va retélécharger un fichier, etc. etc. Une boucle en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement ça me permet de réduire le coût serveur. Parce que si j'autorise à chaque utilisateur d'upload son fichier CSV qui fasse 500 MO jusqu'à 1, 2, 3 gigas, etc. Même si je mets des limitations, que chaque personne met son fichier CSV, le traite, après télécharge, etc. Je suis obligé de le supprimer plus tard et tout, et ça me fait des coûts serveurs énormes. Parce que plus on a d'utilisateurs, plus forcément les gens vont mettre leur fichier CSV, etc. Et plus ça va prendre la place sur un serveur. Alors là, ça permet justement, grâce à cette fonctionnalité que j'ai utilisée, en fait c'est fait exprès, ça me permet d'avoir aucun coût serveur en termes justement de traitement de fichier, parce que vous mettez votre fichier, la fonction est exécutée, ça vous donne votre fichier, et c'est tout. C'est du tac au tac, il n'y a pas de stockage de fichiers, c'était mon but. Comme ça, ça permet justement de gagner énormément en termes de performance. Donc voilà pourquoi en fait, vous êtes obligé à chaque fois de remettre votre fichier, parce qu'il n'y a pas de sauvegarde de fichiers en interne sur le serveur, et c'est fait exprès. Parce que évidemment, je ne suis pas Microsoft ni Google, et ça coûte très cher. Donc voilà. Autre chose peut-être que vous allez me demander, peut-être le côté responsive. Donc j'ai fait en sorte que ça soit responsive évidemment. Donc c'est adapté aussi aux tablettes, aux portables, etc. C'est possible. Autre chose par rapport au prix, justement, en fait ça, si je le publie, parce que c'est pas publié, évidemment, je vous ai montré tout ça en local. Si je le publie et que je commence à le mettre en route, il faut que je sache un minimum si ça intéresse les gens. C'est pour ça aussi que je le présente. Si ça intéresse des gens, des entreprises, voilà, s'il y a vraiment des gens qui sont intéressés par ça, parce que sinon en fait ça ne sortira jamais évidemment. On m'a dit que c'était vraiment bien, mais voilà, j'ai envie d'avoir un retour par rapport à ça. Si c'est pas intéressant, si y a personne intéressée, forcément ça sert à rien, et puis ce projet tombera dans l'oubli. Mais en gros voilà, j'ai voulu créer ça d'abord pour moi, pour mon utilité personnelle, donc moi j'utilise en local évidemment. Si des gens sont intéressés, je pense le mettre en production. Si je le mets en production, ça va nécessiter évidemment des coûts serveurs, parce que là il y a tout un back-end derrière qui doit gérer, etc. Donc ça va générer des coûts serveurs, que ça soit pour la base de données, que ça soit pour le traitement et le déploiement du site et l'hébergement. Et c'est évidemment ça pour amortir ces coûts, je vais devoir le faire payant évidemment. Je pense que j'utiliserai une plateforme comme Stripe pour faire payer les personnes, et ça serait une application que je pense, honnêtement j'ai déjà réfléchi, ça va évidemment dépendre des coûts serveurs, mais le prix serait entre, je pense, 20 ou 30 euros par mois en termes d'abonnement. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est adapté ou pas, je sais pas. En tout cas j'ai jamais fait ce genre de choses. Moi vraiment je vous ai dit, je l'ai fait parce que déjà c'est pour me faire kiffer, mais si des gens veulent l'utiliser, je trouve que c'est normal de le mettre entre guillemets payant. J'ai pas envie de le mettre à 100 balles par mois évidemment, n'abusons pas, mais je trouve que c'est vraiment un très bon outil, et je trouve que c'est des prix raisonnables. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Le fait de le faire payant, ça me permet aussi de le mettre à jour, de continuer à le développer, parce qu'évidemment je peux pas me permettre de le faire en open source ou quoi, ça me prendrait trop de temps, et ce projet finira forcément à l'abandon. Donc le côté monétaire permet aussi de me motiver. Et en fait cette application, je trouve, dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, cette application je trouve qu'elle est vraiment adaptée pour des petites entreprises et moyennes entreprises qui vous ont des petits fichiers CSV et des petites bases de données ou des moyennes bases de données. Ça peut gérer jusqu'à 500 000 lignes environ sans avoir trop de temps de réponse, et ça permet justement de trier vos données facilement, de pouvoir l'exécuter et tout, et d'éviter d'employer une personne qui va devoir le faire à la main ou coder. Ça permet d'avoir une personne qui potentiellement ne se connaît pas trop dans le milieu de la data et peut utiliser cette application pour générer des bons graphiques, remplir des valeurs manquantes, transformer des valeurs, etc. Et donc faire une bonne analyse, un bon traitement de données, tout ça sans compétences et très facilement. Donc je trouve que c'est vraiment raisonnable, et je trouve que pour ce genre d'entreprise c'est vraiment adaptable, et je pense que c'est un bon compromis entre les grandes entreprises qui ont comme Azure, comme AWS, des grandes structures qui souvent sont faites pour des grandes entreprises, pour des grosses gestions de données, qu'il faut vraiment mettre en place tout un système avec un DevOps et tout pour l'installation. Je trouve que voilà, ça c'est une bonne alternative pour les petites et moyennes entreprises qui ont moins envie de se prendre la tête, ou même pour des personnes, des data scientists ou data ingénieurs qui ont envie de traiter rapidement certains de leurs fichiers. Voilà, ils le mettent dedans, ils le traitent, et boum, ils peuvent passer ça dans leur algorithme et puis l'exécuter. Donc c'est pour ça que je l'ai créé notamment. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas c'était Nicium, merci de m'avoir écouté, à dans une prochaine vidéo, salut.